Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à ce journal du 9 décembre 2021. Au sommaire de cette édition, la remise des putschistes burundais dans la crise de 2015 et la question qui reste en suspens pour permettre la renormalisation des questions diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda. À propos du ministre en charge des Relations extérieures, vous aurez plus de détails dans ce journal. La réglementation en termes des exonérations est l'une des défis en matière de lutte contre la corruption au Burundi. Faustin Ndikumana, président du PARSEM, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, fait son analyse. Vous aurez son analyse dans cette édition. Les détails tout de suite après. Rebonsoir. Débutons ce journal en page coopération. Les étapes pour rétablir les bonnes relations entre le Rwanda et le Burundi ont été franchies, sauf la question de remise des putschistes qui reste en cours de dialogue à propos du ministre des Affaires extérieures lors du briefing avec les représentants du corps diplomatique au Burundi ce jeudi. Le représentant de la Hollande au Burundi a voulu savoir si le Burundi autorisera l'entrée sur son territoire des rapporteurs sur la situation des droits de l'homme. Un reportage signé Aubin Nyong'o. Lors de cette séance de briefing, l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi a soulevé la question des relations diplomatiques du Burundi avec ses pays voisins. Je voudrais savoir, la politique du Burundi concernant la coopération avec ses voisins. Une autre question est concernant les droits humains. Je pense à une invitation ouverte pour tous les rapporteurs et tous les mécanismes des droits de l'homme. Je pense quelques années, il n'y a pas eu de visite de rapporteurs spéciaux ou mécanismes spéciaux au Burundi. Alors, qu'est-ce que votre politique sur ça maintenant? Il y aura des visites des rapporteurs. Je voudrais bien savoir votre réponse. Merci. Selon le ministre des Relations extérieures et de la coopération, le Burundi entretient de bonnes relations avec tous les pays limitrophes. Toutefois, pour Albert Shingiro, nul n'ignore que les relations entre le Burundi et le Rwanda étaient tendues de 2015 à 2020. Mais il indique que plusieurs initiatives pour la renormalisation ont été menées. La question toujours pendante étant celle de la remise des présumés putschistes. Pour le Burundi, un voisin, c'est un voisin. C'est comme on ne choisit pas son père ou sa mère, on ne choisit pas aussi son voisin. Donc nous sommes tenus d'observer des relations d'amitié, de coopération entre tous les voisins. Vous avez remarqué qu'en 2020, j'ai moi-même brisé la glace et allé rencontrer mon collègue Vincent sur la frontière commune. Vous remarquez de temps en temps nous échangeons des criminels. Bien sûr, le processus de normalisation, c'est un processus qui peut prendre un peu de temps, mais nous allons tout faire pour l'accélérer. Je pourrais dire que toutes les étapes ont été franchies. Il ne reste que la remise par le gouvernement rwandais des putschistes qui sont sur le territoire rwandais. Le dialogue continue sur cette question. Sur la question de collaboration du Burundi avec les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme, le ministre Shingiro fait savoir que le Burundi ne laissera pas entrer sur son territoire un rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme, mais qu'il restait ouvert à la coopération avec le Haut Commissariat sur les droits de l'homme. Page gouvernance à présent, l'organisation PARSEM trouve que le chemin est encore long dans la lutte contre la corruption au Burundi. Compte tenu des irrégularités observées dans l'attribution des marchés publics et la surélévation des exonérations. Dans une conférence de presse ce jeudi, Faustin Ndikumana, président de cette organisation, dit que l'impunité freine le combat contre la corruption. Il prône pour l'instauration d'un seul organe dans le pays chargé d'attribuer les exonérations. Suivez-le. Si vous voyez le manque à gagner qu'on a déjà
perdu suite à certains marchés qui ont été, dont la passation a été mal organisée. Et vous savez, il y a par exemple lancé la route Makebu que vous vous souvenez, la route Rumonge avec MGCO, KG qui est actuellement barrage de Mhanda, route Ndora, les retards dans les projets de développement, il y a une zone économique spéciale qui n'a pas pu démarrer, les récents marchés au Traco pour la décentralisation des services de contrôle technique, les permis et les passeports, les marchés dans les entreprises publiques, des zonataires des fois qui sont à la base des difficultés financières et de ces entreprises. L'exonération est habituée, on s'accommode et des exonérations mentionnées dans le budget, le montant de 18 milliards, alors qu'au niveau pratique, ça dépasse toujours 200 milliards. Et la situation est ainsi malgré qu'il y a certaines normes de transparence contenues dans le code des marchés publics. J'ai pris l'échantillon du secteur des marchés publics et des exonérations qui prouve que la lutte contre la corruption maintenant est encore au niveau embryonnaire. Parce que même la justice n'est pas encore parvenue à commencer à frapper fort. D'abord, des exonérations, il faut qu'il y ait une structure unique qui contrôle les exonérations. Si les institutions devaient jouer leur rôle, application de le code des marchés publics, le nouveau code des marchés publics, les choses peuvent avancer. Le problème, c'est que la culture de respect de la loi n'est pas là et malheureusement, la justice est dans l'inertie totale, ne parvient pas à traquer ou à frapper fort contre ceux qui manquent au respect de la loi. C'est ça le nœud du problème. Sachez que Faustin Ndikoumane intervient au moment où les Nations Unies plutôt célèbrent la journée internationale contre la corruption. Revoir les doses des engrais organo-minérales de l'usine FOMI pourrait favoriser un meilleur rendement agricole. Conseil donné aux riziculteurs ce jeudi par des experts en agronomie lors d'un atelier. Les détails avec Sheila Irambon. Présenter les résultats sur les études menées sur les performances des engrais organo-minéraux FOMI sur certaines plantes comme le riz. C'est ce qui a réuni les experts en agronomie, et les parlementaires et la société FOMI dans un atelier ce jeudi. Au cours des présentations qui ont été faites, les experts en agronomie ont démontré qu'il y a certaines plantes qui ont surtout besoin qu'on change de la quantité d'engrais FOMI utilisés, comme le riz. Le directeur des fertilisants au ministère de l'Agriculture indique que ces études ont démontré que pour certaines plantes, l'engrais FOMI qui était utilisé était de quantité insuffisante. Après Dorimbo, pour la culture du riz, utiliser 100 kg FOMI Imbura et 200 kg FOMI Totaza. Après les recherches, la recherche vient de nous montrer que pour avoir une bonne production, qu'il faut utiliser 45 kg Bura et 300 kg Totaza. Le directeur général adjoint de la société FOMI indique qu'il n'y avait pas d'erreur dans la quantité qui était utilisée. Et cela dépend des résultats des analyses des sols, des résultats, ça dépend du type de sol de chaque région. La recherche est continue, comme je l'ai dit, la recherche est dynamique. Peut-être dans les années à venir, nous pourrons produire des engrais propices pour chaque région, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Signalant que ces experts ont aussi souligné que la quantité d'engrais FOMI utilisée dans la plantation de certaines plantes comme le haricot et le maïs doit être changée. En actualité internationale au Burkina Faso, le Premier ministre a démissionné ce mercredi soir, entraînant automatiquement la démission de tout le gouvernement. Fin novembre, le président Christian Kaboré avait annoncé le changement à venir pour constituer une équipe gouvernementale resserrée et plus soudée face aux défis djihadistes qui menacent la sécurité du pays. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. C'était le 27 novembre dernier. Derrière une banderole « Sauvons le Burkina Faso », la population réclame des comptes au gouvernement, accusé de négliger les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, envoyée au front contre les djihadistes. Environ 15 jours plus tôt,
Une attaque djihadiste contre un détachement de gendarmerie à Inata, dans le nord du pays, avait fait plus de 50 morts. Si les FDS ne peuvent rien dire, nous les épouses, nous allons sortir pour dire à ce gouvernement qui envoie nos maris de façon injuste à l'abattoir. C'est donc finalement le Premier ministre burkinabé qui a fait les frais de la colère de la population. Christophe Dabiré a présenté sa démission ce mercredi, entraînant celle de tout son gouvernement, qui reste chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination du prochain exécutif. Après la tuerie d'Inata, le président Kaboré, lui aussi visé par la colère d'une partie de la population, avait sous-entendu la possibilité d'un remaniement à venir. Oui, j'ai compris votre message, qui nous invite à un changement de paradigme. Ici, c'est une manifestation contre un convoi de l'opération Barkhane qui a dégénéré. Les Burkinabés, excédés par les violences djihadistes, sont en colère contre leur gouvernement, mais aussi en colère contre les forces françaises. Depuis 2015, ces attaques djihadistes ont fait environ 2000 morts et déplacé près d'1,5 million de civils. Toujours en actualité internationale, célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République unie de Tanzanie ce jeudi 9 décembre 2021. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, a pris le vol ce mercredi à destination de la Tanzanie pour célébrer cette indépendance. Cette République fédérale multipartite possède plusieurs dates marquantes et dans son histoire. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa News. 57 ans après, la Tanzanie célèbre son indépendance en grande pompe en présence de sa présidente Samia Suluhu Hassan. Née en 1964, cette république fédérale multipartite et présidentielle possède plusieurs dates marquantes dans son histoire. En 1890, la Grande-Bretagne établit un protectorat sur l'archipel de Zanzibar, alors que l'Allemagne regroupe dans l'Afrique orientale allemande les actuels Rwanda et Burundi avec la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. Devenue britannique après la Seconde Guerre mondiale, cette seconde partie du pays est renommée Tanganyika. Elle obtiendra son indépendance le 9 décembre 1961. 2 ans plus tard, c'est la Grande-Bretagne qui accorde à Zanzibar son autonomie au sein du Commonwealth, suite à quoi Julius Nyerere, figure de l'indépendance, fusionne le Tanganyika et les îles de Zanzibar et Pemba pour former l'actuelle Tanzanie. Eh bien, ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.